Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de vous être inscrits et de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire aujourd'hui sur les correspondances ADN. Donc merci à tous d'être présents au rendez-vous. Alors, avant de commencer, vous le savez, si ce n'est pas votre premier webinaire, je vous conseille toujours de fermer les programmes qui ne vous servent pas, comme votre messagerie email, Skype, Dropbox, etc. Montez le volume de vos haut-parleurs ou, mieux encore, utilisez un casque. Ouvrez le panneau de contrôle du webinaire et, si vous voulez, prenez du papier et un stylo pour prendre des notes, mais sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera en ligne au plus tard demain, au plus tôt dans quelques heures. Vous pouvez après visionner ce webinaire de façon tout à fait gratuite, comme l'inscription, comme le fait d'y assister maintenant. Tout est gratuit dans les webinaires, donc n'hésitez pas. Alors, vos questions sont sont les bienvenues. Donc, vous voyez le panneau de contrôle du webinaire, la section questions. Vous pouvez écrire vos questions dès maintenant. Je y répondrai à la fin de la présentation ou peut-être sur le moment même si je vois votre question qui sera immédiatement pertinente avec la page d'alors. Donc n'hésitez pas, vous pouvez écrire vos questions ici. Nous verrons ça à la fin de la présentation. Sachez aussi qu'à la fin de la présentation, vous le savez peut-être si c'est pas votre premier webinaire, j'annoncerai le nom de deux gagnants. Une personne qui parmi les personnes présentes recevra un abonnement complet à MyHeritage et la personne qui recevra un kit ADN de MyHeritage. Donc restez jusqu'à la fin. Alors, je me présente brièvement. Mon nom donc est Elisabeth Zetland. Je suis née dans le Gers dans une famille paternelle du côté italien du côté paternel et française, typiquement gasconne du côté maternel. Je suis docteur en histoire médiévale. J'ai fait une thèse de doctorat sur les Juifs à Florence en Italie au milieu du XVe siècle et c'est en reconstruisant c'est bien parce que j'ai reconstruit tous les arbres généalogiques des familles juives de Florence de l'époque que je suis arrivée chez MyHeritage avec ma thèse sous le bras d'ailleurs. Voilà. Depuis entre 2012 et 2016, j'ai été country manager pour la France et les pays francophones et depuis avril 2016, je fais partie de l'équipe de recherche de MyHeritage. Je vous rappelle que nous avons lancé la base de connaissances en septembre dernier lors de MyHeritage Live à Amsterdam. Donc c'est une base de connaissances où vous pouvez trouver de nombreux articles, vidéos pratiques et les webinaires aussi pour vous aider à mieux utiliser MyHeritage. Disponible en 10 langues, mais j'imagine que le français vous suffit, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous ne connaissez pas encore cette base de connaissances que nous appelons MyHeritage Education. Elle est mise à jour régulièrement, chaque semaine, avec des articles et avec le nouveau blog chaque mois, le nouveau webinaire, pardon. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est très 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 utile comme outil. Je viens de mentionner MyHeritage Live. Cette année, la conférence des utilisateurs de MyHeritage aura lieu à Tel Aviv. Nous vous invitons donc chez nous les 25 et 26 octobre. Je peux vous dire que oui, il fera très beau comme sur la photo parce que octobre est vraiment c'est encore l'été ici et la conférence aura lieu au Hilton, qui est effectivement en bord de mer. Donc vraiment la photo que vous voyez, c'est là où va se passer vraiment la conférence. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous avez l'intention de venir, faites-le tout de suite. Ça va bientôt avoir lieu donc dans 243 jours, comme vous pouvez voir sur la photo. Alors, je vous rappelle les précédents webinaires qui sont en ligne gratuitement sur familytreewebinars.com. L'an dernier, nous avons accueilli la généalogiste belge Marie Capard 3 fois, 2 fois
pour MyHeritage ADN, d'abord pour une initiation et ensuite pour une présentation des fonctionnalités avancées. Donc vous pouvez voir ces webinaires sur le site de Family Tree Webinars. Nous avons accueilli la troisième fois que nous avons accueilli Marie Capard, c'était pour, puisque c'est une généalogiste belge, elle nous avait parlé des recherches à faire pour retrouver les ancêtres belges ou des ancêtres qui sont passés en Belgique. Moi-même, j'ai fait des webinaires sur l'arbre généalogique en ligne, sur le site familial et sur les fonctionnalités à utiliser absolument de MyHeritage qui n'étant pas les fonctionnalités ADN. Et puis surtout, il y a eu aussi ce webinaire que nous avons fait l'été dernier avec Jérôme Malage sur les recherches de notre famille pendant la guerre franco-allemande. Alors je vous en parle parce que nous allons faire une deuxième session plus poussée avec Jérôme au mois d'avril. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, en bref, j'imagine que vous connaissez MyHeritage puisque vous assistez à ce webinaire. Donc, c'est votre plateforme de généalogie où vous pouvez construire votre arbre familial, chercher dans la base de recherche de MyHeritage et découvrir de nouveaux parents, de nouveaux cousins et trouver les ancêtres communs. Donc, aujourd'hui, puisque nous parlons de correspondance ADN, nous allons parler de cette section de la généalogie génétique. Et donc, nous pouvons commencer tout de suite. Si vous n'avez pas encore fait le test, vous vous apprêtez à le faire ou vous venez de l'acheter, sachez que le test est très simple à faire. Il s'agit juste d'un prélèvement de salive. Ça prend 1 minute avec 2 petits bâtonnets, un pour chaque joue. À l'intérieur de la joue, vous frottez un petit peu, vous mettez dans les petites fioles et vous envoyez au laboratoire. Ça prend entre 4 et 6 semaines pour recevoir vos résultats en ligne ensuite. Et puis, alors, donc évidemment, pas de crachat, pas de prélèvement de sang, c'est tout simple, c'est juste un petit prélèvement. Si vous avez fait si vous avez fait le test ADN avec un autre service, c'est très facile aussi de télécharger vos données brutes ADN sur MyHeritage. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous en êtes au moment où vous venez de recevoir vos correspondances, ou vous allez bientôt en recevoir, ou vous ne savez pas encore ce que vous allez faire avec ces correspondances. Alors, correspondance ADN, donc, ça veut dire les correspondances ADN, ce sont les personnes qui partagent avec vous une partie de votre ADN, et généralement, vous verrez, ou vous le savez peut-être déjà, c'est le lundi matin que vous êtes censé recevoir un email vous annonçant vos nouvelles correspondances ADN si vous en avez. Donc l'email ressemble à ça. Les petits carrés gris, en fait, c'est juste pour cacher les noms. Mais évidemment, vous n'avez pas de petits carrés gris dans votre email. Et donc le lundi matin, vous êtes censé recevoir, si vous en avez de nouvelles, ce genre d'email. Moi, comme je gère le kit de plusieurs personnes dans ma famille, donc là par exemple, c'est pour me prévenir de nouvelles correspondances qui concernent mon père, ou de nouvelles correspondances qui concernent ma grand-mère. Donc voilà, vous êtes prévenus par email. Vous n'avez pas besoin d'attendre forcément de recevoir un email. Vous pouvez aller sur votre site familial dans la section ADN et voir ce qui se passe. Mais sachez que normalement, le lundi matin, vous êtes censé recevoir un email parce que toutes les semaines, nous mettons à jour les nouvelles correspondances pendant le week-end. Et donc, le lundi matin, vous recevez cet email. Sachez ici, vous voyez dans l'email que vous pouvez voir toutes les correspondances. Donc, en cliquant dessus, vous accédez aux correspondances. Donc, dans ce cas-là, si je veux voir les correspondances de mon père ou de ma grand-mère, je clique ici et j'y arrive directement. Là, en revanche, je vous amène directement dans mes correspondances à moi. Donc, vous voyez effectivement mon père, ma mère et ma grand-mère qui sont les personnes les plus proches que j'ai testées. Donc, on a souvent parlé dans les webinaires précédents, enfin en tout cas avec moi, de généalogie pure. J'aborde pour la première fois avec vous
lors d'un webinaire la généalogie génétique qui sert à surmonter les obstacles, des obstacles qu'on n'arrive pas généralement à passer avec des recherches classiques de généalogie. Et donc, c'est une forme de généalogie qui est tout à fait nouvelle et nous allons voir ça ensemble. Donc, vous avez peut-être déjà reçu vos correspondances et vous avez peut-être déjà vu que vous en avez beaucoup. Moi, par exemple, j'en ai 994. Ma grand-mère en a près de 2000. Mon mari et mes beaux-parents qui sont juifs ashkénazes en ont 4000, 5000, 6000, ça peut être énorme. Donc, comment savoir sur quelle correspondance vous allez vous concentrer? Alors, j'ai souvent cette question, donc je commence par ça, mais en fait c'est très simple. Ça dépend ce que vous recherchez. En général, on s'intéresse aux correspondances ADN qui sont les plus proches, avec lesquelles nous partageons le plus grand nombre d'ancêtres. Et donc, dans ce cas, nous examinons le pourcentage global d'ADN partagé. Vous voyez que, par exemple, pour la correspondance avec mon père, vous avez l'indication première qu'on regarde, c'est l'ADN partagé en pourcentage. Là, évidemment, comme c'est mon père, c'est 49,9%. C'est la première chose que vous voyez. Vous avez aussi la longueur des segments partagés. Si vous avez Donc, c'est la première chose que vous voyez. Si vous êtes déjà dans l'optique de savoir quelle correspondance vous voulez voir, parce que là, évidemment, la correspondance de mon père, de ma mère et de ma grand-mère, j'ai pas du tout besoin de voir, je sais très bien qui ils sont. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir des correspondances qui sont un peu plus basses et surtout que je ne connais pas. Donc, si vous avez une correspondance, par exemple, de 3% avec quelqu'un qui n'a que 3 personnes dans son arbre généalogique et une autre correspondance de 0,8% avec quelqu'un qui a un grand arbre généalogique, en fait, c'est cette correspondance de 0,8% qui va peut-être être plus utile que la première sans arbre généalogique. Car dans la correspondance, qui aura aussi un arbre généalogique, on va voir tout ça plus tard, vous pourrez voir aussi le nombre de smart matches en commun, quelles sont-elles, les possibles noms de famille et de lieux ancestraux que vous avez en commun. Vous aurez peut-être une théorie de la relativité familiale, c'est-à-dire une théorie plausible sur le lien de parenté avec la correspondance. Donc, choisir quelles sont les correspondances qui peuvent vous être utiles, ça dépend de ce que vous faites, de ce que vous recherchez. Ça dépend aussi si la correspondance a derrière, ce qu'on espère à chaque fois, des données généalogiques solides qui peuvent vous faire comprendre le lien de parenté. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs filtres que vous devez voir si vous n'avez pas encore vu ça et qui peuvent vous aider à filtrer les correspondances. Vous voyez ici, vous pouvez filtrer les correspondances qui ont une théorie de relativité familiale. Sachez que ne désespérez pas si vous n'en avez pas. Moi, j'en ai pas eu pendant très longtemps. Celle que j'ai est assez récente. Je vais d'ailleurs vous la montrer. Et comme nous générons les théories que tous les quelques mois, ne vérifiez pas non plus souvent. C'est normal si vous n'en avez pas et que ça n'arrive pas tout de suite. Donc, c'est assez rare. Donc, ne vous inquiétez pas. Et il faut qu'il y ait derrière effectivement des arbres généalogiques. Donc, on va voir ça. Vous pouvez filtrer les correspondances qui ont des smart matches, des noms de famille en commun, des lieux en commun, et effectivement qui a un arbre généalogique. Donc vous voyez ça tout de suite. Et puis vous avez aussi ce filtre qui vous permet de filtrer les correspondances de la famille proche, élargie ou éloignée. Ce filtre qui est très important, qui vous permet de voir les correspondances, par exemple, vous pouvez choisir le segment le plus long, on va voir ça un peu plus en détail, mais surtout ce qui est important, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a au fond du menu, le plus récent, en fait ça veut dire les correspondances les plus récentes. Donc vos nouvelles
si vous cliquez, vos nouvelles correspondances vont apparaître en haut de page et comme ça, si ce n'est pas la première fois que vous travaillez dessus, au fur et à mesure, vous allez pouvoir travailler directement sur vos nouvelles correspondances. Si par exemple vous n'avez pas vu l'email ou si vous avez un peu de retard sur vos correspondances et que vous en recevez beaucoup de nouvelles, donc en cliquant sur le plus récent, vous allez les faire remonter. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire que le son ne marche pas. J'espère que ce n'est pas pour tout le monde. Je vois que mon micro marche normalement. Nous avons eu ce problème le mois dernier, donc j'espère que ça ne va pas se répéter. N'hésitez pas à m'écrire si vous m'entendez bien, parce que je vois ce que vous pouvez écrire. Voilà, donc dites-le moi si quelqu'un d'autre a un problème. Je pense a priori que non, le son est parfait. Quelqu'un a écrit, très bien, merci, pas de problème. Ok. Donc, Madame Gain, je pense que j'espère que vous allez résoudre votre problème pour m'entendre. Ok, c'est bon. Tout le monde est en train de confirmer. Très bien. Alors, nous continuons. Alors, voilà, je vous avais parlé de la théorie de relativité familiale. J'en ai finalement une. Comme quoi, c'est pas parce que je travaille pour MyHeritage depuis si longtemps que j'avais le privilège d'en avoir. Je n'en avais pas jusqu'à présent. Donc, je m'apprêtais à vous montrer des théories de mon beau-père et puis finalement qui lui en a. Et puis finalement, celle-là est arrivée, donc je peux l'utiliser. Voilà. Alors, vous avez donc, comme je l'ai dit, le filtre pour choisir une correspondance avec une théorie. Nous allons voir à partir de cette correspondance avec Jade plusieurs informations que vous pouvez tirer de la correspondance ADN. Alors, vous voyez ici, par exemple, la relation estimée. Donc, en fonction de l'ADN partagé, qui est ici 1%, qui peut paraître bas, mais en fait, en termes généalogiques, c'est significatif et le lien de parenté n'est pas si éloigné que ça. Le lien, la relation que nous donnons est une relation estimée. Je vous invite à cliquer sur ce petit point d'interrogation puisque ça va vous montrer où pourrait se trouver la correspondance donc déjà dans l'arbre généalogique. Donc, ça peut vous donner une idée si vous avez vraiment aucune information et si vous ignorez complètement qui est cette personne. Donc, cliquez dessus, vous voyez les personnes colorées, donc les profils, ça peut désigner cette personne selon effectivement le pourcentage donné de la correspondance. Pour vous donner un autre exemple de comment, en fait, à quoi correspondent les pourcentages, j'ai emprunté l'arbre généalogique de notre généalogiste en chef, Daniel Horowitz, qui en ce moment est déjà aux États-Unis pour le prochain Rootstech. Mais voyons l'arbre de Daniel. Alors évidemment, 100% correspond à la personne de base. Vous faites le test, vous recevez les résultats de votre ADN à 100%. Vous héritez évidemment de vos parents 50% et qui ont eux-mêmes hérité 50% de chacun de leurs parents. Donc ça tombe à 25 et puis après à 12,5. Voilà, on hérite l'ADN de tous nos ancêtres à partir des parents, les grands-parents, les grands-parents, etc. Et puis voici ce graphique aussi qui vous donne une autre idée, c'est assez clair. Vous voyez également ce chiffre qui est exprimé ici en centimorganes. Alors les centimorganes, ce sont des unités de liaison génétique entre deux individus donnés. Par exemple, si vous partagez 1800 centimorganes avec un individu, cela signifie que vous partagez environ 25% de votre ADN. Avec lui, on estime une correspondance forte à partir de 200 centimorganes, mais franchement, ne vous arrêtez pas à ça parce que par expérience et si vous avez déjà travaillé sur vos correspondances, vous le savez, une correspondance plus faible peut être tout à fait utile. Et
Évidemment, si, comme on va le voir, si derrière il y a un arbre généalogique conséquent, si comme on l'espère, la personne a fait le test pour des raisons généalogiques et pas seulement pour savoir ses origines ethniques, je peux vous dire un cas qui vient de m'arriver. Hein, si vous avez déjà écouté des webinaires avec moi, vous savez que ça fait plusieurs années que je travaille sur sur la branche paternelle de mon beau-père. Donc son père qui avait 9 frères et sœurs, j'avais commencé il y a quelques années à essayer de retrouver toutes ces familles, surtout celles qui sont restées en Russie. Et puis il me restait encore le frère aîné. La famille, donc les descendants du frère aîné du grand-père de mon mari. Et je me souviens très bien, c'était le 12 janvier. On n'oublie pas ça quand on fait des recherches pendant des années. J'ai reçu un message d'une correspondance ADN de mon beau-père. Il venait d'avoir une correspondance ADN. J'ai même pas eu le temps de le voir moi-même. Elle m'a écrit en me disant qu'elle avait 1,6% de correspondance d'ADN partagée avec mon beau-père, qui correspond dans son cas à 114 centimorganes, donc moins de 200. Mais elle a pu identifier aussitôt, grâce à mon arbre généalogique, le lien de parenté exact, parce qu'elle a pu voir mon arbre généalogique, et puis elle a vu que elle a reconnu son arrière-grand-père. Donc, avant même de voir qu'il y avait cette correspondance ADN, elle m'a contactée et je savais avant même de le savoir, donc quel était le lien. Donc c'est très utile et il faut toujours faire son arbre généalogique et espérer que toutes les correspondances que vous avez aussi travaillent sur leur arbre généalogique. Donc vous voyez ce schéma qui donne les pourcentages et les centimorganes. Donc c'est très utile. Donc vous voyez les frères et sœurs 50%, demi-frères et sœurs 25%, cousin germain ça tombe à 12,5%, cousin au second degré 3% environ, et puis les centimorganes correspondants. Donc c'est très utile et c'est très clair maintenant j'imagine pour vous, après avoir vu ça si ça ne l'était pas avant. Alors revenons sur la page de mes correspondances et laissons la correspondance de Jade pour voir maintenant cette correspondance brésilienne, Eder. 0,8%, ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, je vois tout de suite que c'est intéressant parce que cette personne a un arbre qui est pas très très grand, 114%, mais 114 personnes, pardon, mais c'est déjà pas mal. Mais surtout, ce que je vois ici, c'est que c'est les noms de famille ancestraux. Alors évidemment, je vois ces informations parce que par chance, cette personne a un arbre généalogique. Sinon, ça serait vide et je pourrais vraiment pas savoir comment il est lié à moi. Même si, parce que ma famille paternelle est italienne, je sais que on a beaucoup de parents d'Italie qui sont partis au Brésil à l'époque. Donc quand je vois Brésil, je pense tout de suite que c'est de mon côté italien paternel que ça vient, et certainement pas du côté maternel où en Gascogne ils n'ont pas bougé, ils sont restés où ils étaient. Mais ce que je vois ici, c'est que cette personne a un nom de famille dans son arbre généalogique que j'ai moi aussi. Parce que Anzanello, c'est effectivement un nom que je connais, que j'ai dans mon arbre généalogique, seulement 2 fois. C'est le nom de la mère d'un de mes arrière-grands-pères italiens. Et puis je vois aussi que les lieux ancestraux que nous avons en commun, c'est l'Italie. Ce que j'aurais pu en fait comprendre certainement, voyant qu'il était brésilien comme je l'ai dit, en cliquant dessus, en passant en fait avec la souris sur Anzanello et Italie, ça me donne ces indications. 2 de vos ancêtres directs portent le nom de Anzanello, donc c'est la mère de mon arrière-grand-père. Et son père, c'est une branche que j'ai pas encore développée, mais je sais que ces 2 personnes-là portent son nom de famille. Et je vois donc que dans son arbre généalogique, son arrière-grand-mère s'appelle aussi Anzanello. Donc c'est déjà une indication très intéressante.
vraiment une piste de recherche, je sais déjà que le probable lien de parenté vient de cette branche que je dois franchement développer. Donc en espérant que lui aussi peut en savoir plus ou la développer avec moi, mais à ce moment-là, je sais déjà que c'est le lien. Alors, je reviens sur la correspondance de Jade. Et là, ce que je vois, ce que vous pouvez voir dans les correspondances, quand il y a des informations qui peuvent être données grâce à un arbre généalogique, ce sont par exemple les smart matches. Alors d'abord, je vous montre ce qui se cache derrière ce point d'interrogation, qualité correspondance ADN. Vous pouvez regarder de quoi il s'agit. Si vous êtes vraiment débutant, vous avez aucune idée de quoi du sujet, de l'ADN partagé, ce que c'est, ce que sont les segments partagés, de quoi on parle quand on parle de segment le plus long, pourquoi c'est important. C'est très important. Vous pouvez lire, c'est juste une petite bulle d'explication qui va tout de suite vous mettre les choses en place. De quoi on parle, d'ADN partagé, de correspondance, de segments partagés, de segments le plus long. On va voir ça maintenant plus en détail, pourquoi c'est important. Alors, vous voyez ici, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, vous pouvez mettre une note. Si vous voulez écrire quelque chose au sujet de la correspondance, vous cliquez ici, vous ouvrez la note, et dès que vous avez écrit quelque chose, vous pourrez le savoir parce que ça va rester coloré comme ça en violet. Donc revenons sur les informations de la correspondance. Donc vous voyez ici par chance, il y a un arbre, elle apparaît, cette correspondance Jade apparaît dans un arbre généalogique. Alors là, pour l'instant, elle a qu'un arbre de deux personnes. Je sais que si j'ai une théorie avec elle, ce qui est le cas, elle doit apparaître dans d'autres arbres généalogiques parce que c'est difficile d'avoir une théorie avec un arbre qui a deux personnes. Donc, on va voir en détail ce qu'il en est. Et vous avez aussi donc le lieu ancestral en commun tout à l'heure avec Eder, c'était l'Italie. Ici, c'est la France. Maintenant, après, j'ai déjà examiné moi-même cette correspondance. Je sais que c'est la France en fait est pas l'élément déterminant. C'est plutôt l'Italie dans ce cas-là qui m'aurait fait comprendre le lien de parenté. Mais en cliquant sur donc pour examiner, je reviens en arrière, vous voyez le bouton ici, vérifier la correspondance ADN. Tout ce que nous allons voir, vous le voyez en cliquant sur ce bouton pour voir en détail. Ceci d'ailleurs fait partie des fonctionnalités avancées de l'ADN qui sont payantes. Donc elles font partie de l'abonnement qui est Premium, Premium Plus au complet. Si vous n'avez pas encore d'abonnement, ce que vous pouvez voir en fait dans chaque cas, c'est juste un exemple. Par exemple, si vous avez plusieurs lieux ancestraux en commun, vous pouvez en voir qu'un et les autres en fait sont encore bouclés parce que vous n'avez pas accès aux fonctionnalités payantes. Donc voilà. Donc vous cliquez sur ce bouton vérifier la correspondance ADN et vous allez voir donc tout ce que je vais vous montrer maintenant. Alors dans le cas de Jade, nous savons qu'il y a une théorie. Donc une théorie en fait, c'est une relation estimée basée sur l'ADN, mais la théorie est construite grâce à des arbres généalogiques, donc grâce à une smart match, c'est-à-dire la smart match, si vous ne le savez pas, c'est une correspondance entre une personne de votre arbre généalogique et la même personne a priori dans un autre arbre généalogique, ou une record match, ce qu'on appelle, c'est une correspondance de documents, c'est-à-dire qu'une personne de votre arbre, on l'a trouvée dans un document qui fait partie de la base de recherche, de recherche. Donc, on vous présente ici cette théorie, c'est-à-dire comment MyHeritage, je pense que vous êtes lié à votre correspondance. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement plusieurs options. Et là, effectivement, vous voyez, j'ai chemin 1 et chemin 2, mais c'est très clair et je peux vous le dire tout de suite,
c'est clair pour moi en un coup d'œil que la théorie, les deux théories d'ailleurs, sont justes. Mais sachez qu'une théorie, c'est une estimation. Donc, et c'est basé, dans ce cas-là, par exemple, sur un arbre généalogique. On sait que dans les arbres généalogiques, il peut y avoir des erreurs. Donc, sachez que il faut prendre ça comme lorsque vous recevez de nouvelles correspondances, indications d'un arbre généalogique. Vous devez faire des vérifications. Dans le cas de la théorie, pour l'instant, vous ne pouvez pas la rejeter ou l'accepter. Vous pouvez juste la consulter et la laisser là où elle en est. Si ça vous pouvez évidemment la vérifier, mais ensuite après vous devez l'inclure manuellement, si vous l'acceptez, dans votre arbre généalogique. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Ici, vous voyez donc il y a un chemin 1, un chemin 2, et j'ai pu voir tout de suite que effectivement tout ça était juste et que Jade est en fait la fille de la fille d'une cousine germaine de mon père, donc qui a donc fait le test. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez voir aussi, parce qu'elle apparaît en fait dans plusieurs arbres généalogiques, les smart matches avec elle. Une autre indication pour vérifier quel est le lien avec cette correspondance. Et puis, alors évidemment, tous ces cadres, ces carrés en gris que je les ai ajoutés juste par souci de confidentialité. Évidemment, quand vous accédez à cette section, vous pouvez voir évidemment les noms et toutes les informations qui sont aussi dans les arbres généalogiques. Si vous cliquez en bas, vous avez accès à toutes les Smart Match en attente, et donc ça vous fait sortir de la page des correspondances et vous arrivez directement sur la page des Smart Matches. Il y aura un webinaire sur le sujet, sur les correspondances dans les arbres et dans les données historiques, je pense, au mois de juin. Voilà. Alors, revenons sur cette page de correspondance avec ma correspondance brésilienne, Eder. Donc, alors nous avons vu que je partage avec lui 0,8%. Ce qui équivaut à 54,3 centimorgane. Nous avons 4 segments partagés. Nous savons déjà que il a une arrière-grand-mère qui s'appelle Anzanello et que j'ai aussi moi-même une ancêtre directe qui porte le même nom de famille. Donc, je sais déjà que ça devrait être le lien à voir. Je peux cliquer ici, voir tous les noms de famille ancestraux pour voir les noms de famille qui sont dans mon arbre, dans son arbre, en remontant sur 10 générations. Dans ce cas, nous savons déjà que le seul qui est en commun, c'est Anzanello. Nous pouvons voir aussi, en plus en détail, que le lieu ancestral partagé en commun, c'est l'Italie. Maintenant, moi, je sais que tous mes ancêtres italiens viennent de la région Vénète, autour d'un petit village qui s'appelle Mansuet. La famille Anzalello vient du même village, donc j'imagine que dans son arbre généalogique, il a peut-être pas écrit le nom du village, il a juste écrit la région et le pays, mais je suppose qu'il vient de la même région, parce que vous savez peut-être si vous avez aussi, si vous êtes aussi originaire de cette région, énormément de Vénètes ont immigré dans le sud-ouest de la France et au Brésil également. Donc je m'attends à ce qu'ils viennent de cette région-là. Alors, de la même façon que on peut le voir pour les noms ancestraux, vous cliquez ici, afficher tous les lieux ancestraux, et vous avez la liste qui apparaît des lieux ancestraux de votre arbre et de l'arbre généalogique de la correspondance. Donc là, nous savons déjà que le lieu en commun, c'est l'Italie. Nous revenons sur la correspondance. Nous revenons sur la correspondance de Jade. Alors, on va faire un aller-retour entre la correspondance de Jade et celle de Eder. Alors, un outil très pratique, ce sont les correspondances ADN partagées.
Alors, ça veut dire que vous voyez ici mon père, vous voyez toutes les correspondances, la liste, c'est moi qui ai mis ce rectangle vertical en gris pour cacher les noms, mais ça veut dire que toutes ces personnes ici ont une correspondance avec moi et avec mon père. Alors, ça me donne l'indication que ce sont toutes des correspondances que je peux mettre du côté paternel. Le fait est que, puisque MyHeritage est un test ADN généalogique autosomal, il n'y a pas de différenciation dans les résultats entre le côté paternel et maternel. Mais vous avez des outils à disposition, des fonctionnalités qui peuvent vous dire, vous faire comprendre de quel côté placer ces correspondances ADN. Dans ce cas-là, dès l'instant où je vais sur la correspondance que j'ai avec mon père et que je descends, donc en examinant la correspondance, que je vois les correspondances ADN partagées, je vois tout de suite toutes les correspondances qui sont du côté paternel. Donc si par exemple c'est ce côté-là que je veux chercher en ce moment, je vais commencer par ces correspondances. C'est pour ça que c'est pas très important si c'est 0,8%, la première, ou c'est 3%. Ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est étudier ces correspondances parce que je cherche quelque chose du côté de la famille de mon père. Bon, en fait, c'est pas le cas, vous le savez déjà. Je suis concentrée depuis pas mal de temps déjà sur le côté paternel de mon beau-père. Donc, mais c'est une indication. J'y reviendrai certainement plus tard pour voir ces correspondances. Je vous avoue qu'encore je les ai pas approfondies. Donc, très facile ici de voir que Jade, bon, je le savais déjà grâce à la théorie, est du côté de mon père, mais je le vois effectivement puisque elle partage la correspondance ADN avec moi et avec mon père et toutes les correspondances donc qui suivent. On revient avec Eder et si vous avez la chance d'avoir une correspondance ADN qui a un arbre généalogique, vous pouvez aussi voir l'arbre généalogique de cette façon. En tableau d'ascendance. Je sais déjà que le nom Anzanello devrait être le lien entre nous. Donc je ne l'ai pas encore contacté, mais je vais le faire. Et évidemment, je vais commencer par mentionner tout de suite ça. Je ne sais pas s'il a accès aux fonctionnalités avancées, donc je ne sais pas ce qu'il a pu voir. Je ne sais pas si vraiment ça l'intéresse, mais il est clair que quand je vais le contacter, je vais tout de suite préciser que c'est apparemment le problème, le lien de parenté entre nous est à chercher au niveau Anzanel. Les origines ethniques partagées. Alors, moi, je vous avoue que je laisse ça un peu de côté, généralement. Je trouve ça moins précis, moins pertinent dans une recherche d'une correspondance ADN. Alors, par exemple, là, ça me confirme ce que je sais déjà sans voir les origines ethniques partagées. Je sais qu'il est brésilien. Je sais que il a des ancêtres en Italie grâce à son arbre. C'est vrai que ça peut être intéressant et ça peut être la seule chose que vous pouvez voir si la correspondance ADN que vous voulez analyser n'a pas d'arbre généalogique. Dans ce cas-là, vous n'avez pas d'arbre. Vous pouvez pas avoir de théorie, à moins qu'il apparaisse dans un autre arbre. Mais enfin, vous pouvez pas avoir forcément peut-être de lieux communs, de noms de famille. Donc, les origines ethniques peuvent être un élément qui peut vous mettre sur la voie où placer cette correspondance. C'est vrai que c'est un peu moins précis, donc c'est moins évident. Moi, les origines ethniques partagées, c'est vraiment la dernière chose que je vais aller voir. Je survole. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à voir dans une correspondance, mais c'est vrai que on a besoin de données généalogiques derrière, donc on espère, et c'est vrai que je le répète tout le temps quand des gens me disent qu'ils vont faire le test, je leur dis, le test c'est pas seulement pour des origines ethniques, c'est un test généalogique, donc s'il vous plaît, faites le test. Et si vous n'avez pas déjà un arbre, commencez un arbre, parce que sinon ça sert à rien et ça va frustrer tous nos utilisateurs qui sont en train de travailler dessus, moi comprise. Donc on a besoin d'un arbre généalogique avec la correspondance pour pouvoir analyser et trouver le lien, les ancêtres communs avec nos correspondances ADN.
Alors vous voyez ici, vous pouvez voir toutes les ethnicités, vous pouvez voir les origines partagées avec la correspondance, vous pouvez en bas passer d'une origine à une autre. Mais voilà, quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est le comparateur de chromosomes. Alors, ce qui nous intéresse dans une correspondance, c'est pas seulement la quantité d'ADN partagé, c'est-à-dire ce qu'on a vu en pourcentage par exemple, c'est aussi une question de savoir quels sont les segments d'ADN que vous partagez. Par exemple, des segments, ici ce que vous voyez en violet, ce sont des segments que vous partagez avec une correspondance. Là, c'est des segments que je partage avec Jade, avec qui j'ai 1% d'ADN. Alors, les segments plus longs d'ADN partagés indiquent que votre ancêtre commun est probablement plus récent. Si vous avez deux correspondances qui partagent toutes les deux 7% de votre ADN et que l'une d'elles partage avec vous quelques segments longs, tandis que l'autre partage de nombreux petits segments, alors c'est la première qui est la plus forte. Le deuxième cas peut indiquer que vous avez plusieurs ancêtres éloignés plutôt qu'un seul ancêtre proche. Quelque chose qui se produit par exemple dans les communautés endogames où les gens se marient au sein du groupe. C'est le cas de la population juive ashkénaze. C'est pour ça que les juifs ashkénazes peuvent avoir 4000, 5000, parfois plus correspondance ADN, beaucoup plus par exemple que moi, où j'en ai 900, qui est déjà pas mal, puisqu'au début j'en avais vraiment pas beaucoup, donc ça s'est multiplié au fur et à mesure que plus de gens ont fait le test ADN. Donc, dans des populations endogames, je pense que c'est aussi le cas dans des populations, dans des régions comme la région du sud-ouest, la région de ma mère, où les gens, vraiment, je vois et vous avez peut-être ça aussi dans votre arbre généalogique, des populations paysannes qui n'ont pas bougé pendant des siècles. Je pense que ma famille du côté maternel, 5 kilomètres, ça a été vraiment le maximum où ils ont bougé. Donc évidemment, ils se sont mariés, ils sont pas allés très loin, chercher très loin pour se marier. Donc c'est là aussi où ça se multiplie et vous pouvez vous retrouver avec des correspondances où les segments, en fait, vous avez une multiplication de petits segments qui peuvent montrer donc qu'il y a plusieurs ancêtres en commun. Si vous choisissez, si vous voulez choisir une correspondance avec un ancêtre plus proche, alors c'est là que vous regardez justement la longueur du segment. Alors, le nombre de segments partagés et la taille du plus grand segment sont répertoriés sur la fiche de la correspondance ADN sous qualité correspondance ADN. On l'a vu tout à l'heure dans la première dans la page des correspondances que vous voyez en premier, donc c'est ça. Et lorsque vous consultez cette page, vous pouvez également trier vos correspondances en fonction du plus grand segment. Je vous l'ai montré tout à l'heure et maintenant vous comprenez pourquoi ça peut être intéressant. Et du coup, ça va vous mettre les correspondances avec les plus grands segments d'ADN partagés en haut de la liste. Donc maintenant, vous savez pourquoi vous avez ce filtre. Alors, ici, par exemple, vous voyez, je partage avec Jade une partie du chromosome 7. Vous voyez la longueur du segment. Je pense que quand on fait de la généalogie, enfin on se penche sur l'ADN de nos cousins, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver des ancêtres communs ou le lien de parenté. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la longueur du segment. Dans le cas de Jade, nous savons déjà comment elle m'est liée, mais si vous étudiez, vous analysez une correspondance et vous ne savez pas encore quel est le lien exact, vous allez voir effectivement donc les segments qui sont partagés, quels sont-ils. Vous accédez, vous allez sur le menu ADN, outils ADN. Et vous allez tomber ici parce que c'est maintenant qu'on va approfondir un peu plus. Alors, vous voyez le premier, le comparateur de chromosomes. Alors, on va voir ça maintenant. Le comparateur de chromosomes, qu'est-ce que c'est? Alors c'est simple, hein, déjà dans le nom, vous le savez déjà, ça compare les chromosomes, les vôtres et ceux de votre correspondance ADN, de vos correspondances ADN. Ça vous permet
de voir un graphique schématique en fait des segments d'ADN que vous partagez avec votre correspondance ADN. Alors, comparateur de chromosomes, c'est ça en fait. Hein. Donc maintenant, on va le voir un peu plus en détail. Parce que vous le voyez quand vous cliquez sur le bouton pour examiner la correspondance, mais vous pouvez aussi explorer davantage ce comparateur en allant donc sur le menu ADN. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà. Donc, alors voici le. Donc en fait, pour ne pas perdre le fil de ma discussion, si vous souhaitez creuser un peu plus, ce que je vous conseille, donc, vous utilisez le comparateur, vous cliquez ici, explorer, et donc ça va vous donner une idée un peu plus claire de qui est lié à qui, c'est-à-dire pas seulement vous, mais les autres correspondances entre elles et vous. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, c'est que, alors d'abord, vous pouvez sélectionner pour quelle personne vous voulez faire ça si vous gérez plusieurs kits et pas seulement le vôtre. Et puis, vous ajoutez des correspondances. Alors, vous pouvez choisir jusqu'à 7 correspondances. Et au fur et à mesure que vous saisissez les correspondances, elles sont grisées. Donc là, par exemple, je fais un essai avec 3 correspondances. C'est juste pour vous montrer parce que la première c'est mon père. Jade, nous savons déjà qu'elle fait partie, qu'elle vient du côté paternel, et Eder aussi, puisqu'en fait c'est aussi du côté italien paternel. Donc, a priori, nous savons que ces correspondances sont liées. Comme vous pouvez avoir beaucoup de correspondances, si vous cherchez une correspondance, vous ne voyez pas le nom, vous pouvez taper le nom ici, nom de la correspondance ADN, et puis vous cliquez sur comparer, et puis vous voyez apparaître le comparateur de chromosomes donc avec plusieurs correspondances. Donc en fait c'est combiné. Et là donc vous voyez apparaître ce qu'on appelle des segments triangulés. Donc pour faire un pas en arrière et pour vous expliquer, pour vous dire à quoi correspondent toutes ces lignes, il y en a 22 en fait. Bon, vous le savez, nous avons 23 paires de chromosomes. Dans chaque paire, nous avons hérité un chromosome de notre mère, un de notre père, et la dernière paire de chromosomes constitue les chromosomes sexuels, c'est-à-dire soit XX ou soit XY. Mais le comparateur de chromosomes de MyHeritage montre uniquement les paires autosomiques, c'est-à-dire les chromosomes de 1 à 22, et affiche une seule bande, c'est important, pour représenter une paire paternelle et maternelle ensemble. Donc c'est pour ça que vous avez 22 lignes. Sur chaque ligne, le côté paternel et maternel est lié. Donc, lorsque vous comparez plusieurs correspondances d'ADN, vous pouvez rencontrer des segments triangulés. Ils sont faciles à repérer, ce sont les segments que vous voyez ici qui sont encadrés. Quand j'ai entré les 3 correspondances, je savais que j'allais obtenir des segments triangulés. Je l'ai fait pour vous le montrer, puisque je sais que toutes ces personnes, moi-même et puis mon père et les 2 correspondances, donc c'est tous du côté paternel. Donc vous voyez les segments triangulés que je partage avec mon père et les correspondances que j'ai sélectionnées pour lancer le comparateur. Donc, lorsque vous comparez plusieurs correspondances ADN, vous pouvez rencontrer des segments triangulés. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un segment triangulé à chaque fois. Ça veut dire que c'est grâce à cet outil que vous pouvez justement vérifier si des correspondances sont toutes liées avec vous, mais entre elles aussi. Donc c'est un bon outil pour le voir. Donc si vous avez un segment triangulé avec un parent connu, moi dans le cas de par exemple mon père, et une correspondance ADN non identifiée, cela signifie que vous partagez tous un ancêtre commun. Donc c'est une bonne indication aussi de comment où placer la correspondance. De façon un peu plus poussée, si vous recherchez des correspondances ADN qui descendent d'un ancêtre spécifique, et il est très utile que des parents connus qui descendent de cet ancêtre fassent aussi un test. C'est pour ça que c'est très important de tester le plus de personnes possible dans votre famille, surtout les anciens,
les parents, les grands-parents, grand-oncle, grand-tante, c'est très très important de tester tout le monde pour essayer de couvrir justement, d'avoir un éventail de l'ADN dans votre famille, que ce soit des deux côtés paternels et maternels et chaque branche. Alors évidemment, on peut pas tout couvrir au niveau ADN, mais enfin l'idée c'est de tester vos anciens, vos aînés et de ne pas attendre pour le faire, parce que c'est grâce à leur ADN que vous allez pouvoir ça va être des références pour vous et vous allez pouvoir comparer avec de nouvelles correspondances pour réussir à les identifier. Par exemple, de cette façon, vous pouvez voir sur le comparateur de chromosomes les segments d'ADN que vous partagez avec cette personne, donc la personne que vous n'avez pas encore identifiée, et cela pour vous aider à déduire si d'autres correspondances d'ADN qui partagent ces mêmes segments sont également issues de ce même ancêtre. Donc si vous testez suffisamment de descendants de cet ancêtre, vous pouvez donc commencer à identifier un segment particulier de votre ADN qui est hérité, qui devrait être hérité de cet ancêtre. Donc si vous le faites et que vous trouvez une autre correspondance ADN partageant une partie de ce segment d'ADN avec vous, vous pouvez ainsi comprendre qu'elle descend de cet ancêtre également. Bon, vous le voyez, ça paraît peut-être pas très clair de le dire comme ça si vous n'avez pas encore commencé à analyser vos correspondances, mais vous allez voir que quand vous commencerez à examiner, à consulter vos correspondances et à jouer avec tous ces outils, vous allez voir que c'est assez simple et que c'est effectivement très utile pour pouvoir déterminer qui sont les ancêtres communs. Donc, pour en revenir à nos correspondances, si une de vos correspondances partage avec vous uniquement des segments identiques et plus courts qu'une autre correspondance, aux mêmes positions du génome, la première correspondance pourrait être un descendant de la seconde correspondance. Donc, si vous savez déterminer que ces deux correspondances sont père et fils, vous pouvez vous concentrer évidemment dans ce cas-là sur l'ADN qui est partagé avec le père, car le fils a hérité uniquement de la moitié de l'ADN de son père, et est donc moins utile à votre recherche. Donc si vous essayez de joindre le père pour collaborer et lui poser des questions sur l'histoire familiale, vous pouvez contacter le fils dans l'espoir qu'il puisse vous mettre en contact avec son père. Souvent, comme moi par exemple, je gère le kit de plusieurs personnes dans ma famille. Des personnes me contactent pour me poser des questions sur l'ADN de ma mère, de mon père. Il y a souvent une personne qui fait l'arbre généalogique et qui gère plusieurs kits. Et dans ce cas-là, en fonction des recherches que vous faites, vous devez déterminer qui est la personne, la correspondance la plus intéressante. Généralement, c'est celle qui est le plus éloignée en termes de génération. Donc, les correspondances qui sont les plus âgées, comme c'est plus intéressant de faire d'abord tester les personnes qui sont les plus âgées dans notre famille, c'est la même idée. Déterminer entre deux correspondances qui est le père, qui est l'enfant, et concentrez-vous donc sur le parent. Alors, continuons ici avec donc ces segments triangulés. Vous pouvez ici, vous voyez, vous avez un bouton, c'est très simple, pour ajouter ou supprimer des correspondances ADN. C'est assez addictif, je dois vous dire, quand on commence en fait, parce qu'il suffit d'ajouter des correspondances et de cliquer et on obtient des segments triangulés ou pas, on voit les segments. Ça peut, alors comme on a beaucoup de correspondances tous, vous risquez d'y passer un petit moment à juste essayer de voir ce qui se passe avec plein de correspondances, parfois un peu au hasard comme ça. Bon, en passant dessus, sur un segment triangulé, vous voyez donc, vous pouvez voir le détail. Ce qui nous intéresse, nous, en priori, c'est la longueur du segment. Et puis, si vous descendez en fait sur cette page du comparateur, vous voyez ici plus de détails. Alors, il faut dire qu'il existe une limite à la méthode de ce comparateur. Parce que nous héritons d'un mélange aléatoire d'ADN de nos parents. Pour essayer de vous expliquer de façon schématisée, on va prendre cet exemple. Alors, disons que votre grand-père était 50% italien et 50% scandinave, et que votre grand-mère était 500% ibérique. Donc, votre père
et votre oncle ont hérité chacun de 50% des gènes de votre grand-père. Mais votre père n'a peut-être hérité que des gènes italiens, tandis que votre oncle n'a hérité que des gènes scandinaves. C'est très schématisé, hein, c'est pour vous donner une idée de comment ça se passe. Cela ferait donc que votre père aurait 50% italien et 50% ibérique, et votre oncle 50% scandinave et 50% ibérique. Donc cela signifie que l'enfant de votre oncle, de votre cousin germain, pourrait hériter de 25% de gènes scandinaves de votre grand-père, tandis que vous pourriez hériter 25% des gènes italiens de votre grand-père. Donc vous partagez tous les deux 25% de vos gènes avec votre grand-père, mais ce sont 25% qui sont différents. Et vous et ce cousin, vous partagez de toute façon 12,5% de vos gènes. Mais dans ce cas précis, ce seront ceux hérités de votre grand-mère commune et pas de votre grand-père. Donc on ne peut pas le voir en fait dans le comparateur. Donc si vous comparez votre ADN à celui de ce cousin sur le comparateur de chromosomes, vous allez constater que les segments de gènes que vous avez identifiés comme ayant été hérités de votre grand-père n'apparaissent pas dans ces gènes. Donc c'est la limite en fait du comparateur de chromosomes. Dans ce cas-là, en fait, on fait appel à un autre outil qui est l'outil que nous appelons AutoCluster. Alors, cluster en anglais, ça veut dire groupe. Alors, je vais peut-être parler maintenant de groupe, autogroupe. C'est un outil de généalogie génétique qui rassemble dans un graphique visuel les correspondances ADN qui sont susceptibles de descendre d'ancêtres communs. Et ça vous permet donc d'explorer vos correspondances ADN de façon plus efficace en les regroupant au lieu de les examiner une par une, et c'est fait automatiquement en explorant cette fonctionnalité. Alors, vous pouvez y accéder exactement comme le comparateur de chromosomes à partir du menu ADN en cliquant sur Outils ADN, et puis vous appuyez sur Explorer. Et là, vous allez tomber sur cette page. Vous allez choisir pour quelle personne vous voulez le faire si vous avez plusieurs kits. C'est très visuel, vous voyez, c'est très esthétique. Ça se présente vraiment comme ça quand vous l'ouvrez. Donc vous cliquez sur Générer pour créer vos autogroupes. Si vous gérez, vous choisissez le kit que vous voulez. Ça prend généralement quelques minutes, hein, pas plus. Quelqu'un m'a dit qu'une fois ça a pris 1 heure, mais alors ça devait être quelqu'un qui avait énormément de correspondances. Moi, comme j'en ai presque 1000, ça prend vraiment 2-3 minutes, pas plus. Et automatiquement, toutes les correspondances sont mises en groupe. Alors, vous recevez ça en fait par email. Vous voyez ici. Vous allez recevoir ça donc sur votre adresse email que vous utilisez sur MyHeritage, et puis vous recevez ce genre d'email. Vous recevez en fait le rapport autogroupe en fichier, avec un fichier zip attaché, avec les groupes dedans. Voilà, vous obtenez un fichier zip qui contiendra un fichier lisez-moi, qui contient certaines informations utiles sur les autogroupes et qui détaille également les paramètres que nous avons sélectionnés automatiquement pour le générer. C'est une lecture qui n'est pas forcément indispensable si vous n'avez pas envie de lire tout ça. Vous avez un fichier CSV qui contient une version tableur de l'analyse autogroupe, et surtout, ce que vous allez ouvrir, c'est un fichier HTML qui contient le graphique visuel de l'analyse autogroupe de vos correspondances. Pour visualiser les fichiers de façon optimale, vous les sauvegardez sur votre disque dur, il faut les extraire et puis vous les ouvrez, c'est très simple. Donc, voilà ce que vous obtenez dans l'email, et puis vous allez donc ouvrir le fichier HTML et vous voyez ici le graphique. Vous allez sélectionner Cluster, et donc vous voyez que les groupes disposent de codes couleurs pour plus de facilité et sont présentés sous forme de graphiques visuels ainsi que sous forme de liste. Vous voyez en fait ce que j'ai grisé, en fait c'est les noms qui sont en haut, et sur le côté ce sont les noms des correspondances. Alors vous-même évidemment vous pouvez les voir parce que ce sont vos correspondances. Moi je les ai grisées seulement par souci de confidentialité pour ces personnes. Donc chacune des cellules colorées que vous voyez au milieu d'un groupe représente donc une intersection entre deux de vos correspondances, ce qui signifie donc que ces deux personnes ont une correspondance entre elles.
en plus évidemment de leur correspondance avec vous. Et donc ces cellules sont regroupées physiquement et par couleur pour créer un graphique visuel de vos groupes de correspondance partagée. Ok? Donc chaque couleur représente un groupe de correspondance partagée. Par exemple, dans ce cas, vous voyez, vous avez une liste, il y a écrit cluster 1, 2, 3, donc c'est tous les groupes, il y en a 23, et dans chaque groupe, il y a un nombre de correspondances. Vous voyez 8, 7, 6, vous passez dessus avec la souris et vous allez voir les noms en fait de ces correspondances. C'est intéressant. Par exemple, là, je retrouve dans le groupe 11, je retrouve Eder, ma correspondance brésilienne. Et je vois en fait il fait partie du même groupe, donc il devrait avoir un ancêtre commun avec quelqu'un qui s'appelle Lunardel, et que je connais bien, qui est un cousin éloigné qui est généalogiste acharné lui aussi en Italie, et donc je sais très bien le lien de parenté que j'ai avec lui. Donc ça me confirme en fait de savoir que il fait bien partie, ce que je savais de mon côté italien, mais là ça me donne une indication qu'il fait partie aussi du côté italien, mais du côté de ma grand-mère. Donc ça me donne une indication supplémentaire, parce qu'il est mis dans ce groupe-là. Et puis je vois aussi une autre correspondance que j'ai pas encore remarquée, un certain Depra, qui est peut-être italien aussi, ou au moins d'origine italienne. Et donc si je veux approfondir cette branche-là, je vais aller voir aussi la correspondance de Depra. Mais ça m'a donné une indication supplémentaire donc pour savoir quelles sont les correspondances qui ont un ancêtre commun. Alors évidemment que ces trois personnes sont mises dans le même groupe, ça ne veut pas dire que c'est le même niveau générationnel au niveau de l'ancêtre commun. C'est-à-dire que l'un peut être dans vos groupes, une correspondance peut être la branche paternelle de votre grand-mère et un autre pourrait venir de la branche paternelle de votre arrière-grand-père. Donc vous voyez mais ça vous donne une indication en fait d'où se trouvent les ancêtres communs. Sous le graphique, vous voyez aussi tous les groupes sont affichés en forme de liste. On peut le voir ici. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc vous pouvez facilement voir. Moi, ce que je vois tout de suite ici, c'est, vous voyez, tree. Alors c'est en anglais, hein, malheureusement. Donc tree, arbre généalogique en anglais. Je regarde justement s'il y en a. Alors je sais que mon cousin Lunardel a 3000 personnes dans son arbre parce que j'y collabore moi aussi. Je sais déjà que Eder a 54 arbres. Malheureusement, je vois que l'autre correspondance n'a que 15 personnes. Ça risque de ne pas forcément nous aider à comprendre facilement où on va le mettre dans l'arbre généalogique, mais bon, il y a 15 personnes. Donc quand je descends, vous voyez ici, dans les autogroupes, c'est ce que je vais voir tout de suite, c'est s'il y a un arbre généalogique et combien il y a de personnes. Donc, vous l'avez compris, Autogroupe, donc c'est un outil qui organise vos correspondances ADN par groupe, qui indique qu'elles peuvent partager un ancêtre commun en fonction de l'ADN qu'elles partagent à la fois avec vous et entre elles. Donc, en reprenant l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, avec le grand-père qui avait une partie scandinave et italienne, disons que votre père a aussi une sœur qui a hérité de 25% des gènes italiens de votre grand-père et de 25% de ses gènes scandinaves. Alors, cette tante a également un enfant qui a hérité de 12,5% des gènes scandinaves de votre grand-père et de 12,5% de ses gènes italiens. Alors, dans ce cas, vos deux cousins ont hérité de l'ethnie scandinave de votre grand-père, alors que vous ne l'avez pas, vous. Et les 12,5% d'ADN que vous partagez avec un cousin sont différents des 12,5% que vous partagez avec l'autre. Mais parce que ces cousins se correspondent, ils seront regroupés avec d'autres descendants de votre grand-père. Et donc ceci vous aidera à déduire qu'ils sont en effet tous deux issus de votre grand-père. Pardon. Donc c'est pour vous donner une idée comment l'outil des autogroupes peut vous aider quand le comparateur de chromosomes en revanche là flanche. Donc c'est particulièrement utile lorsque vous ne disposez d'aucune information, si par exemple la correspondance n'a pas d'arbre généalogique. Ah, pardon.
J'ai un chat dans la gorge tout d'un coup. Alors, donc voilà. Donc vous voyez, autogroupe, c'est très visuel d'ailleurs, c'est très agréable que vous allez voir quand vous générez, si vous l'avez encore jamais fait, vous allez voir tous les groupes se mettre, se placer et se colorer sous vos yeux. Je vous conseille de le faire tout de suite. Alors, nous allons passer nous allons revenir à la correspondance d'Eder et nous allons finir par une chose importante qu'il faut faire, mais c'est contacter évidemment la correspondance. Après avoir vérifié la correspondance ADN en cliquant sur le bouton à droite, il est important que vous ayez compris ou pas, selon c'est peu important ce que vous avez pu comprendre, ce que vous avez pu déterminer ou identifier. Évidemment, c'est intéressant après l'analyse, surtout si vous êtes bloqué, de contacter Eder. Bon, je vous avoue que je l'ai pas encore contacté, mais je vais certainement le faire. Là, c'est juste, j'ai écrit blablabla. Mais je vais certainement pas le contacter en français. J'imagine que je vais écrire en italien ou en anglais. Mais évidemment, c'est une étape essentielle que vous devez faire à un certain point. Si évidemment vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus et être en contact, vous pouvez, je vous conseille de contacter la correspondance. Maintenant, j'ai beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent de ne pas avoir de réponse. Malheureusement, envoyer un message à un utilisateur, c'est comme pour tout, on n'a aucune garantie d'avoir une réponse. Je vous conseille de mettre le plus de détails possible. Parce que parfois, si vous écrivez bonjour, nous avons une correspondance, merci de me répondre, ça va pas forcément provoquer une réponse, surtout si vous écrivez à quelqu'un qui s'est pas encore intéressé. Si en revanche vous donnez un peu plus de détails, des noms de famille, ce que vous pensez être le lien, si vous avez réussi à avoir quelque chose, peut-être que ça va interpeller la personne qui s'intéressait pas encore à sa généalogie. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui dernièrement ont fait le test sans penser arbre généalogique, qui ont pensé à juste connaître leurs origines ethniques. Mais de ces personnes, ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, certaines sont interpellées par leur correspondance, par découvrir des noms qu'elles ne connaissent pas, ou des correspondants justement qui les contactent et qui mentionnent des noms, et puis alors ces personnes donc parlent avec leurs parents ou des grands-parents. Je vois de plus en plus de personnes qui, sinon, se seraient pas mis à la généalogie et qui commencent comme ça. Donc, si vous avez des correspondances et que elles n'ont pas d'arbre généalogique, ne désespérez pas. Moi aussi, je suis dans la même situation. J'espère que tout le monde va s'y mettre. Souvent, en leur écrivant, ça peut être un petit coup de coude justement pour les motiver. Donc, écrivez à vos correspondances. Voilà. Alors. Pour résumer, que faire donc pour tirer profit de vos correspondances? Donc, comme je l'ai dit au début, déterminer si une correspondance ADN est une correspondance forte, en fait, ça dépend de vos objectifs généalogiques. Le pourcentage ADN partagé, la longueur des segments partagés, tout ça c'est des indications, mais en fait ça dépend ce que vous recherchez. Si vous êtes comme moi par exemple, je travaille sur la branche paternelle de mon beau-père, donc je commence entre ce moment, je travaille sur les correspondances qu'il partage. Qu'il partage, je travaille sur les correspondances qu'il a lui-même. Donc, et que je sais être du côté paternel. Donc, celle que j'ai déjà déterminée étant de son côté paternel, je travaille sur ces correspondances-là. Donc, ça dépend ce que vous faites vous-même. Vous allez voir la longueur des segments, l'emplacement des segments triangulés avec les autres correspondances. Vous générez l'autocluster. Tout ça, ça vous donne des indices essentiels pour voir pour avancer en fait dans votre recherche. Donc, pour vous déterminer sur une correspondance ADN peut vous aider à agrandir votre arbre, et sur une branche spécifique, si c'est votre cas, vous allez voir s'il y a une théorie de relativité familiale tout de suite, s'il y a un arbre généalogique, s'il y a des smart matches, s'il y a des correspondances ADN et des noms de famille et des lieux ancestraux qui sont en commun, vous utilisez le comparateur de chromosomes,
pour examiner la quantité d'ADN que vous partagez et la longueur et l'emplacement des segments d'ADN partagés. Vous comparez la correspondance avec des proches connus sur le comparateur de chromosomes 1 à plusieurs, on vient de le voir. Et puis surtout, vous générez l'analyse autogroupe pour localiser le groupe qui contient la correspondance en question qui vous intéresse. Donc voilà. Donc, j'espère que ce n'était pas trop d'indications pour un webinaire qui était prévu pour les débutants, pour qui veut commencer à analyser vos correspondances, ces correspondances ADN. Mais de toute façon, si vous avez des questions, si vous êtes encore un peu perdu, sachez que dès demain, vous pouvez revoir ce webinaire. Donc, avant de passer à la section des questions, je vais annoncer un gagnant. Donc pour l'abonnement complet de MyHeritage, alors je vais vous dire ça tout de suite. Je vais désigner, alors je vais choisir un peu. Alors Madame Christiane Damour, félicitations. Je vais vous contacter par email pour mettre votre site familial à niveau en complet pour une année. Et puis, je vais désigner le gagnant du kit ADN. Alors, je vais choisir Madame Patricia Lecoq. Félicitations. Je vous contacterai aussi par email pour avoir vos coordonnées et vous envoyer ce kit. Alors, avant de passer aux questions, je vais vous rappeler vite fait que notre prochain webinaire aura lieu le lundi 30 mars à la même heure. Cette fois, ce n'est pas moi qui vais faire la présentation, je vais avoir le plaisir d'accueillir de nouveau Sophie Baudarel, que j'avais eu le plaisir d'accueillir il y a quelques années, je pense que c'était en 2014 peut-être, pour une analyse d'une photo ancienne, si je me souviens bien, et maintenant Sophie Baudarel, donc vous la connaissez, qui est généalogiste et la célèbre blogueuse de la Gazette des Ancêtres. Je pense qu'on peut dire qu'elle elle mène le petit monde généalogique des blogueurs, pas si petit que ça d'ailleurs pour la France, et qui va nous parler des astuces de recherche sur Google. Donc ça sera intéressant de sortir un peu de MyHeritage, mais il faut savoir utiliser tout ce qu'on a à disposition pour faire avancer sa recherche généalogique. Donc Sophie nous parlera des astuces de recherche sur Google. Je sais que vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits au webinaire, je l'ai vu, mais si vous ne faites partie des personnes qui ne l'ont pas encore fait et si vous êtes intéressé, vous n'avez aucune raison d'attendre, vous pouvez vous inscrire déjà. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Et même si, je veux préciser ceci, même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assister en direct, le fait d'être inscrit vous permet de recevoir quelques heures après ou plus tard le lendemain l'enregistrement du webinaire. Donc vous êtes sûr ainsi que vous n'allez pas le manquer ou oublier. Voilà. Et puis de toute façon, vous le savez, vous pouvez voir tous les webinaires sur le site de familytreewebinars.com. Alors, on va passer aux questions. Ça fait un petit moment que je parle, oui, ça va. C'est bien le moment des questions. Alors, la première question, je vois quelqu'un qui me dit, bah oui, alors je viens d'en parler, quelqu'un m'a posé la question, que faire si la correspondance ne répond pas? Si vous contactez une correspondance, malheureusement, vous pouvez renvoyer un nouveau message et puis vous pouvez essayer de donner plus de détails. Je pense que c'est plus facile de provoquer une réponse si vous allez un peu plus dans les détails en donnant les noms de famille dans votre arbre généalogique. Si vous savez plus ou moins de quel côté placer cette correspondance, vous pouvez expliquer ce que vous êtes en train de rechercher. Donc donnez des détails. Quelqu'un demande la fréquence de la mise à jour des correspondances. Ça, c'était en début de webinaire. Alors oui, je l'ai dit. Donc c'est une fois par semaine. Si vous avez de nouvelles correspondances, normalement, vous devriez recevoir un email le lundi matin. Donc vous pouvez commencer la semaine comme ça en vérifiant vos nouvelles correspondances si vous en avez. Alors quelqu'un demande, est-ce que je peux acheter
plusieurs kits et ne pas les utiliser tout de suite. Enfin, un ou plusieurs kits et ne pas les utiliser tout de suite. Oui, tout à fait. Vous pouvez acheter un kit. Moi, je l'ai fait. J'avais acheté un kit pour ma grand-mère et elle a fait le test 1 an après exactement. Il n'y a eu aucun problème. Non, vous pouvez garder un kit pendant 2 ans sans problème. Donc, si vous voulez acheter plusieurs kits d'un coup et tester au fur et à mesure dans votre famille, vous pouvez très bien le faire. Vous avez pas l'urgence d'utiliser les tests tout de suite. Donc, vous pouvez le faire. Voilà. C'était toujours en début de webinaire, quelqu'un demande comment se fier aux arbres des correspondances. Il peut y avoir des erreurs. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est comme pour la généalogie, les arbres généalogiques. On sait qu'il peut y avoir des erreurs quand on reçoit de nouvelles informations. On doit d'abord les vérifier. C'est le cas, mais c'est vrai que dans l'avantage d'avoir un arbre généalogique derrière une correspondance, en fait, ça nous donne des pistes d'analyse pour savoir quel est le lien de parenté. Évidemment, comme dans le cas par exemple de ma correspondance avec Eder, même si je détermine aujourd'hui quel est le lien exact, et si je sais mettre Elisa Anzanello dans mon arbre généalogique par rapport à Regina Anzanello, qui est la mère de mon arrière-grand-père, je vais vérifier les informations qu'il a dans son arbre généalogique avant de les inclure. Donc, c'est comme pour tout, il faut vérifier les informations. Quelqu'un d'autre me demande si j'ai un arbre sur un autre site. Est-ce que je peux le télécharger comme je l'ai fait pour mes données ADN? Oui, oui, tout à fait. Bah, vous faites comme la façon classique de télécharger un fichier généalogique, dont c'est un JetCom. Vous allez dans votre site familial, vous cliquez sur l'onglet Arbres et vous allez voir Gérer les arbres. Si je me souviens bien, dans cette section Gérer les arbres, vous avez une option Importer un JetCom. Et donc vous cliquez dessus, c'est gratuit, vous allez pouvoir télécharger votre arbre généalogique, donc construit sur un autre site sans problème. Alors voilà. Est-ce que je pense qu'on va s'arrêter là parce que alors quelqu'un d'autre, je vois. Dernière question, parce que je vois le temps passe. Est-ce que pour trouver une bonne correspondance, faut-il privilégier la totalité de l'ADN en pourcentage ou bien le segment le plus long? Quelle est la chose la plus importante? Bon, je l'ai dit, en fait, ça dépend de ce que vous faites, de ce que vous recherchez. Donc, je penserai pas forcément de cette façon-là, en regardant évidemment. Commencer par les correspondances les plus fortes, ça peut être plus facile, mais pas forcément en fait, parce que ça dépend ce qu'il y a derrière la correspondance. Ça dépend en fait. Essayez plutôt de jouer avec les filtres. Si vous voulez travailler sur votre côté paternel, alors cherchez les correspondances qui sont placées du côté paternel. Donc c'est pas très important le pourcentage ou le segment le plus long, sauf si après, dans un deuxième temps, vous voulez filtrer dans l'ordre les correspondances qui vous intéressent. Donc vous pouvez commencer par les correspondances qui ont les segments les plus longs, parce que comme ça peut être un ancêtre commun plus proche. Donc ça pourrait a priori être plus facile. Voilà. Mais bon, c'est pas forcé. Hein. C'est très aléatoire en fait, comme de la même façon que on reçoit selon la recombinaison ADN, c'est assez aléatoire. C'est pareil en fait pour les correspondances. La généalogie génétique, on débute, hein, donc on est tous en train de tâtonner plus ou moins, surtout quand, comme moi, ou j'imagine la plupart d'entre vous, on n'est pas des experts en génétique, on n'est pas des généticiens, on est des généalogistes. Alors on utilise ces nouveaux outils, on débute avec, et donc voilà, on tâtonne effectivement. Moi, j'ai eu l'impression de faire ça au début. J'ai encore le sentiment qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais peut-être découvrir. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je vois que j'ai parlé pas mal pour ce webinaire. Je m'attendais pas à parler autant, donc je vais passer
Je vais conclure. Je vous remercie et puis je vous dis au prochain webinaire le 30 mars avec la généalogiste Sophie Boudarel qui nous parlera des astuces de recherche sur Google. Et je vous remercie tous et vous pouvez revoir ce webinaire dans quelques heures certainement ou au plus tard demain, mais vous recevrez un email avec le lien. Voilà. Je vous remercie et je vous dis au mois prochain.